Attention, pépite, cela fait longtemps que je souhaitais vous faire cette vidéo composée d'une douzaine de rappels d'investisseurs pour ceux d'entre vous qui entreprennent et qui m'ont à titre personnel aidé en tant qu'entrepreneur. Donc la voici, mais avant cela, un petit peu de contexte. J'ai, par effraction, intégré cette caste d'entrepreneurs qui ont généré largement plus d'1 million d'euros de ventes au cours de leurs 3 premières années d'exercice. Maintenant, et contrairement à beaucoup, je ne me suis pas compromis en sombrant dans le ridicule pour atteindre mes fins. J'ai simplement appliqué des principes du vieux monde de l'investissement à une jeune industrie en cours de consolidation. Et mon but au cours de cette vidéo est donc de partager avec toi 12 rappels d'investisseurs pour les chefs d'entreprise. Et si tu souhaites aller plus loin, je proposerai à certains d'entre vous des échanges payants en 1v1 avec moi pour approfondir spécifiquement le sujet de votre entreprise. Donc, si cela t'intéresse, tu trouveras en description de cette vidéo mon agenda avec mes disponibilités si il en reste. En matière de petit teasing, je tiens à souligner que je vous dévoilerai dans cette vidéo le processus d'allocation de capital que nous mettons en place au sein de Value Investing Trainer, ainsi que les performances actuelles de Value Investing Trainer et les dividendes qui risquent d'en découler au cours des 15 prochaines années. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et si cela te semble juste, pense à liker et à t'abonner à notre chaîne YouTube Parlons Long Terme parce que cela nous aide beaucoup. Passons donc maintenant au premier rappel. Ce premier rappel souligne l'importance du cercle de compétences que l'on connaît bien dans le monde de l'investissement, mais également celui de l'allocation de capital. L'idée est simple, pour performer sur du long terme en tant qu'entrepreneur, il faut fusionner à la fois une connaissance approfondie de son propre secteur avec une allocation de capital judicieuse pour investir avec un retour sur investissement maximal sur une perspective, encore une fois, long terme. Et cette notion d'allocation de capital que l'on va pouvoir mesurer dans le monde de l'investissement avec des ratios tels que le ROE, le ROCE, le ROIC, va se traduire de la manière suivante dans le monde des petites entreprises. Mais avant de vous montrer du coup quels sont ces 3 piliers de l'allocation de capital pour les chefs d'entreprise que nous sommes, permettez-moi de vous faire ce rappel. L'allocation de capital, selon Warren Buffett, dicte la manière dont une entreprise utilise ses ressources financières pour générer de la rentabilité à long terme pour ses actionnaires. Je distingue donc, et c'est une création originale par le long terme, 3 types d'allocation de capital. L'allocation de capital interne, qui va consister à réinvestir ses flux de trésorerie en interne dans son entreprise, soit en recherche-développement, en créant par exemple de nouveaux logiciels, ou alors en acquisition, en publicité, en SEO, ce genre de choses. Il y a ensuite l'allocation de capital actif, qui consiste à racheter par exemple des concurrents, des fournisseurs, bref, à mettre en place une dynamique de croissance externe pour augmenter la valeur de son entreprise, pour créer de la valeur et racheter des actifs synergiques finalement à son entreprise. Et on va revenir sur cette notion, mais j'ai fait plusieurs propositions de rachat de concurrents, notamment l'année dernière. Et enfin, le troisième pilier, c'est l'allocation de capital passif, qui consiste à consolider une partie de ses résultats, de ses revenus, dans des placements tels que l'immobilier et la bourse, tout simplement, qui globalement résisteront beaucoup plus facilement à l'épreuve du temps que nos activités d'exploitation. Comme le dit fort justement un de mes mentors que j'ai d'ailleurs interviewé sur cette chaîne, William Higgins, le rendement du capital est bien plus pérenne que la croissance passagère des ventes, d'où l'importance de consolider une partie de ces résultats dans des actifs qui nous survivront. Maintenant, ces 3 leviers doivent être finalement activés d'une manière judicieuse selon le cycle de vie de notre entreprise, selon les étapes dans lesquelles nous sommes, et je vais vous montrer ça directement sur la slide suivante. Le cycle de vie capitalistique d'une entreprise se décompose donc, selon moi, en 4 phases. Une phase de démarrage, une phase de croissance, une phase de stagnation et une phase dite de déclin. Et tôt ou tard, que ce soit une entreprise exceptionnellement bonne ou mauvaise, toute entreprise, selon moi, se confrontera à ce cycle de vie-là. Maintenant, la question, c'est comment finalement mettre en œuvre ces différents processus d'allocation de capital selon le cycle de vie dans lequel nous sommes. Lors de la phase d'initialisation, lors de l'année 1 finalement, 100% des ressources de l'entrepreneur et de l'entreprise doivent être réallouées en interne dans la société. Souvent, lorsque un entrepreneur crée son entreprise, c'est le moment où il va s'intéresser à comment investir en bourse ou en immobilier, mais selon moi, ce n'est absolument pas le bon moment. La première chose sur laquelle il doit se concentrer, c'est sur son entreprise. Ensuite vient la phase de croissance.
À ce moment-là, en règle générale, l'entrepreneur va complètement oublier son souhait initial de réallouer une partie de ses bénéfices en bourse, par exemple, alors que c'est exactement à ce moment-là qu'il va falloir ne pas tout réallouer en interne pour ne pas tomber dans un écueil où 100% des revenus seront brûlés, par exemple, en publicité. Non. Si à ce moment-là, selon moi, 80% des ressources doivent être allouées à l'allocation de capital interne, 20% des ressources doivent être allouées à soit de l'allocation de capital actif, soit de l'allocation de capital passif, soit un petit peu des deux. Mais le processus de création finalement de capitaux propres et d'un réel capital, j'ai envie de dire indépendant de l'activité d'exploitation initiale, doit être initié dès finalement le moment où la phase de croissance est entamée. Vient ensuite la phase de stagnation. Et cette phase est difficile pour beaucoup d'entrepreneurs, mais elle n'est pas grave, elle est même saine. Il vaut mieux maintenir une phase de stagnation pendant 10 ans d'une manière saine et pérenne plutôt que de chercher toute sa vie de la croissance effrénée. Globalement, les résultats, le fait d'aller constamment à la recherche de résultats exceptionnels et j'ai même envie de dire anormalement élevés proportionnellement à la création de valeur produite n'est jamais sain sur une perspective long terme en tant qu'entreprise, mais également, en tant qu'entrepreneur, mais également en tant qu'investisseur. C'est pourquoi, selon moi, lorsque ce plateau, entre guillemets, de stagnation est atteint, l'entreprise se doit de réinvestir 50%, encore une fois, dans son allocation de capital interne, mais également 50% dans son allocation de capital actif et ou passif, soit sur la croissance externe et encore une fois de la bourse. Puis lorsque notre entreprise fait face à une phase de déclin, ce qui, tôt ou tard, arrivera pour toute entreprise, à ce moment-là, elle doit réduire sa part de flux de trésorerie réalloué en interne et doit accepter finalement de chercher à se réinventer ou d'assurer ses arrières en réallouant 80% de ses flux de trésorerie à de l'allocation de capital actif et passif. Et finalement, la société qui, pendant tout ce chemin-là, aurait choisi de réallouer, par exemple, d'une manière très simple, ces flux de trésorerie sur du S&P 500, qui a une croissance annuelle moyenne sur le dernier siècle de 9,2% par an, à ce moment-là, même si l'activité se met à décroître, le capital va continuer de croître de 9,2% par an en moyenne. Ce qui est le caractère absolument magnifique, finalement, de la prise en compte de ce processus d'allocation de capital dans une activité entrepreneuriale en créant une forme de synergie entre vos compétences en bourse, que vous pouvez entre autres acquérir sur cette belle chaîne YouTube, et votre activité en tant qu'entrepreneur. Dans le cadre de Value Investing Screener, cela s'est passé de la manière suivante. Il y a eu une phase de démarrage dans laquelle on a réinvesti nos ressources pour créer ce logiciel et mettre en place une fondation solide et une offre de qualité. Puis nous avons entamé actuellement une phase de croissance, sans publicité d'ailleurs. Cette croissance s'est traduite par des résultats qui sont d'ailleurs publics, que vous pouvez retrouver sur Internet, d'environ 500 000 euros de vente hors taxe sans publicité l'année 1. Un processus lors duquel, pour ce qui est du pôle d'allocation de capital actif, nous avons fait 2 tentatives de rachat de concurrents qui se sont finalement transformés en partenariat. Pour ce qui est du pôle allocation de capital interne, nous avons lancé 2 logiciels finalement, Value Investing Screener et son extension Backtest Vision pour l'optimisation de portefeuille. Nous avons créé une douzaine de blogs SEO et nous avons réinvesti également dans des séquences email de qualité pour apporter de la valeur, que ce soit à nos prospects et à nos clients. Et en matière d'allocation de capital passif, nous avons sécurisé environ 200 000 euros en bourse. Enfin, en matière de culture d'entreprise, de culture, j'ai envie de dire, actionnariale propre à cette société, dont nous ne dépendons pas en tant qu'actionnaires, sachant qu'on a réciproquement, que ce soit Timothy, Estelle ou moi, des activités qui nous font vivre indépendamment de ce logiciel. Nous avons pris le parti pris suivant, qui est le fait de ne se verser que les dividendes des actions à dividendes possédées par le logiciel. On ne consomme donc jamais le fruit de notre travail, nous ne consommons que les intérêts de notre capital. Passons donc à la slide suivante pour voir le second rappel fondé sur les résultats de vis qui vont qui va mettre en lumière finalement la notion de patience et de perspective long terme. Concrètement, à l'heure actuelle, Value Investing Screener a une perspective qui est la suivante, qui est cohérente par rapport à ce qu'on a déjà réalisé, qui est celle de continuer à produire un chiffre d'affaires annuel d'environ 500 000 euros par an avec un EBE de 200 000 euros par an. En suivant cette courbe-là, nous pourrions simplement nous verser 200 000 euros par an, année après année,
Bon, après impôt, ça serait moins bien évidemment et retraitement de différentes charges, mais vous avez compris l'idée. Maintenant, le parti pris, que l'on a, eu est différent. Nous réinvestissons, cette EBE. Bon, là, les chiffres ne sont pas parfaitement exacts, vous vous en doutez. Il y a forcément quelques charges retraitées, mais voilà, c'est un schéma. Mais nous, eh bien, consolidons cette EBE dans du capital en bourse. Un capital et on va prendre les hypothèses suivantes, qui va s'apprécier en moyenne 12 par an sur une stratégie de small cap value et qui aura la possibilité, si on le souhaite, eh bien, de nous verser 8 de dividendes, ce qui est la performance actuelle de mon portefeuille à dividendes. En mettant en place ce processus, au bout de la 9e année, le capital constitué, avec eh bien, ce chiffre d'affaires de 500 000 euros par an et cette EBE de 200 000 euros par an, sera de 2,7 millions d'euros et la perspective de dividende sera alors de 216 000 euros. Sur un horizon de 15 ans, si les résultats restent similaires, il est fort probable que cette société connaisse eh bien, de la croissance finalement. Mais dans l'hypothèse où les résultats restent similaires, eh bien, sur un horizon de 15 ans, le capital constitué sera de 7 millions d'euros. Et le jour où ce capital sera de 7 millions d'euros, le, eh bien, le rendement de son capital et les dividendes qui en découleront seront supérieurs au chiffre d'affaires dans les hypothèses qui sont les suivantes. Passons donc au troisième rappel, qui est le fait d'investir dans des domaines que l'on comprend avec une réelle forme d'indépendance de pensée. L'idée est simple, il faut se concentrer sur eh bien, les industries bien comprises, tout en cultivant une indépendance de pensée qui défie les conventions du marché et qui peut mettre parfois d'ailleurs un pied de nez à l'ordre établi. Si l'on se penche par exemple sur le sujet de l'huile de palme, qui est un secteur que j'apprécie beaucoup, il faut aller, encore une fois, au-delà de la bien-pensance actuelle, en soulignant le fait qu'aujourd'hui, l'huile de palme, ça fait juste vivre plus d'1 million de familles en Indonésie, c'est plus de 11% du PIB de l'Indonésie, ça nourrit également une grande partie de l'Inde et l'Afrique, et c'est bien plus écologique, entre guillemets, de faire de l'huile de palme que de l'huile de tournesol, au vu de la rentabilité au mètre carré de l'huile de palme et des normes qui ont été d'ailleurs imposées à l'Indonésie pour limiter la déforestation. Une des dérives actuelles tout de même que nous pourrions souligner de ce secteur, parce qu'il est important de quand même de faire preuve de critique, qui est la corrélation de plus en plus grande entre l'huile de palme et le pétrole, sachant que l'on utilise de l'huile de palme aujourd'hui pour la mise en œuvre de biocarburants. Mais encore une fois, c'est plus une hérésie écologique qu'un problème relatif finalement à cette huile. Et dans le monde des affaires tel que je le connais, une chose que l'on m'avait fortement déconseillée, c'était l'affiliation. L'affiliation, Amazon le pratique depuis très longtemps et ça existe depuis des siècles, c'est le simple fait de faire de l'apport d'affaires, c'est-à-dire de collaborer avec des partenaires qui mettront en avant votre solution en l'échange d'une commission. Et ça, c'était particulièrement mal vu. On me soulignait le fait que les partenaires finalement de qualité refuseraient de mettre en avant mes offres. Et en réalité, lorsque l'on a sorti notre logiciel Value Investing Screener, cela ne fut absolument pas le cas parce que, eh bien, les clients sont particulièrement satisfaits. Les partenaires qui ont fait le choix de nous faire confiance et de mettre en avant eh bien, notre solution logicielle l'étaient également parce que nous les payons rubis sur l'ongle, parce que ce genre de solution a un très bel avantage concurrentiel et ne sont pas, comment dire, ne cannibalisent pas leur écosystème d'offres actuelles. Le quatrième rappel est relatif à la notion de marge de sécurité et de gestion prudente de l'effet de levier. Vous devez d'utiliser une marge de sécurité dans toutes vos décisions financières selon moi et employer l'endettement d'une manière prudente pour ne pas compromettre la santé financière de votre entreprise ou le potentiel risque de faillite, qu'il soit personnel pour vos investissements ou encore une fois à l'échelle de votre entreprise. Qu'est-ce que j'entends par marge de sécurité? C'est un rappel de rappel rapide. La meilleure façon de perdre de l'argent, que vous achetiez de l'immobilier, des voitures de collection, des montres ou des actions en bourse, c'est globalement d'acheter quelque chose plus cher que ce qu'il ne vaut. C'est pourquoi il est essentiel de se pencher sur des notions de ratio de valorisation pour vous assurer de faire une bonne affaire, même si il y a parfois, bien évidemment, des actions comme Nvidia, Tesla ou autres qui paraissent attirantes parce que elles sont prises d'euphorie, d'effet de foule, mais évitez cela sur une perspective long terme selon moi et orientez-vous vers de bonnes affaires, non pas parce que les autres feront moins bien, mais parce que vous vous assurez, vous, de votre performance et de la qualité de votre achat sur la base de critères qui ont résisté à l'épreuve du temps.
Dans le monde des affaires, de la même manière, on peut se retrouver à avoir deux entreprises identiques à racheter pour croître à des prix très différents. À avoir une régie publicitaire plutôt qu'une autre qui nous propose des prix plus attractifs. À avoir un partenaire plutôt qu'un autre avec lequel on fera une bien meilleure affaire. Il est réellement important de prendre en compte cette notion de marge de sécurité et d'être animé par cette dernière pour faire des choix tout simplement plus justes. Maintenant, pour ce qui est du deuxième rappel associé à ce rappel numéro 4, qui est celui de l'effet de levier, en bourse, ça va se traduire, disons, de deux manières. Il y en a une troisième qui se chevauche finalement avec la bourse et le monde des affaires. Ces deux manières sont tout d'abord le taux d'endettement des entreprises cibles que l'on se doit d'observer et auquel il faut faire attention. Et la deuxième manière, c'est dans le fait de prendre de l'effet de levier sur son propre portefeuille, ce que je déconseille fortement. Lorsqu'on fait de l'effet de levier en bourse, on place en collatéral les actions que l'on possède pour emprunter de l'argent au broker et placer toujours plus d'argent. Sauf que si notre collatéral se retrouve à se déprécier de manière trop importante, il peut y avoir ce que l'on appelle un appel de marge qui peut courir à notre ruine. Et cela n'arrive pas qu'au lapin de 3 semaines. Rick Guérin était le troisième des associés, entre guillemets, de Berkshire Hathaway, aux côtés de Charlie Munger et Warren Buffett dans les années 70. Mais Rick Guérin avait un défaut, il souhaitait aller plus vite que Warren Buffett et Charlie Munger. Il a donc fait un effet de levier tout simplement sur ses actions Berkshire Hathaway. Sauf que dans les années 70, il y a eu une crise financière à laquelle Berkshire Hathaway n'a pas échappé. Rick Guérin a fait face à un appel de marge et Warren Buffett a pu racheter ses actions pour 40 dollars l'action, sachant que pour rappel, aujourd'hui, le cours de Berkshire Hathaway, classe A dépassé les 608 000 dollars. Et cette notion d'effet de levier est perverse, si vous me permettez d'emprunter cette métaphore à Nassim Nicolas Taleb dans son livre Hasard sauvage. Elle peut être assimilée à un jeu de roulette russe, non pas à 6 coups, mais à plusieurs centaines de coups. Parce que au début, cela nous fait peur, mais à force on s'y habitue, on oublie même la situation de danger à laquelle nous sommes confrontés, on augmente peu à peu finalement son effet de levier, et un jour, le coup fatal advient alors que nous l'avions complètement oublié. Et c'est pour ça qu'il est, selon moi, essentiel d'accepter le fait que certaines choses prennent du temps, tout simplement. Dans le monde des affaires, cette notion d'effet de levier, il faut également y faire attention, bien qu'elle peut être particulièrement utile, notamment lors de phénomènes de rachat. Et elle va pouvoir également s'exercer à différents moments. Lorsque je vous parlais d'un effet de levier qui se chevauche avec le business et la bourse, c'est par exemple la notion de prêt lombard à laquelle on va pouvoir avoir accès en Europe à partir de 200 000 euros de capital, dans laquelle on va pouvoir nantir des titres financiers pour pouvoir récupérer de la trésorerie à redéployer sur d'autres affaires. De la même manière, il va y avoir d'autres effets de levier tels que l'affacturage, le découvert bancaire tout simplement, ou encore dans des situations de rachat d'entreprise, si vous utilisez une holding intermédiaire et que vous différez légèrement le rachat, vous allez pouvoir utiliser une partie de la trésorerie de la société cible pour financer, par exemple, une opération de rachat, ce qui s'apparente, ce qu'on appelle un crédit vendeur, bien que globalement, ce genre de stratégie reste extrêmement limité à partir du moment où vous montez en gamme dans vos opérations financières. Le cinquième rappel est relatif à l'importance du cash flow par action actuel et à venir. Il est essentiel, lorsque l'on investit en bourse, de prendre, d'acter la performance financière d'une entreprise par rapport à ses flux de trésorerie libres, à son free cash flow actuel, mais également à son flux de trésorerie, à ses flux de trésorerie prévisibles dans l'avenir, qui se traduisent par une formule mathématique qui s'appelle le discounted free cash flow, qui va correspondre globalement à la somme des flux de trésorerie à venir divisé par le risque, entre guillemets, que ces flux de trésorerie soient atteints, en prenant en compte également le risque free rate qui correspond à la rentabilité du capital au taux proposé par la BCE. La formule est plus complexe, on pourra faire une vidéo spécifique relative à ça, mais retenez qu'il est essentiel, lors de vos décisions d'investissement, de prendre en compte finalement les flux de trésorerie qu'une entreprise générera pendant toute sa vie, ainsi que le risque qu'elle ne les génère pas. Et si cette notion est importante en bourse, elle est encore plus dans le monde des affaires. Elle va l'être vis-à-vis des produits que vous mettez en place, parce qu'il ne sert à rien de faire un coup entre guillemets. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en place des produits qui ont de la valeur sur du long terme, qui vont générer de la rentabilité sur du long terme.
Cette notion va également toucher, vos relations, qu'elles soient avec vos clients ou vos partenaires, parce qu'il est préférable d'entretenir une relation qui, générera des flux de trésorerie sur une perspective très long terme, de la même manière qu'il est essentiel d'entretenir des relations de qualité avec des partenaires qui sont pourvoyeurs d'affaires pour vos entreprises. Et vis-à-vis de ça, pour que cela marche sur du long terme, il faut, un principe clé qui est celui de la satisfaction vis-à-vis de ce que vous proposez. Parce que si vos clients ne sont pas satisfaits, si vous traitez mal vos partenaires, si vous n'êtes pas finalement sincère dans vos actions, dans la passion que vous avez pour le sujet qui est le vôtre, vous ne tiendrez pas dans la durée. Et ça, cela se traduit dans le monde de l'investissement par cette notion finalement de discounted free cash flow qui est, selon moi, complètement applicable également au monde des affaires. Une notion, pour terminer sur, ce point, qui me semble essentiel de souligner, c'est, de s'inspirer justement des leaders de nos marchés ou des leaders également sur le marché boursier qui ont réussi à mettre en place des entreprises qui ont eu un discounted free cash flow qui n'a fait que croître sur des perspectives, décennales finalement. Et le point commun que l'on retrouve sur toutes ces entreprises-là, c'est souvent également un processus, d'allocation de capital décentralisé dans lequel la société en question, comme Capital Cities par exemple, que Henry Singleton a admirablement bien, géré, a mis en place un processus de croissance externe dans lequel les sociétés qui ont été rachetées ont vu leur croissance, augmenter. C'est également le cas de Berkshire Hathaway qui s'est mis finalement à avoir cette dynamique de conglomérat où tout a grossi et c'est, cette notion de croissance décentralisée que l'on met en œuvre sur une de nos nouvelles sociétés de logiciels qu'on est en train de créer et qui est complètement indépendante du domaine boursier d'ailleurs, mais qui s'inspire de tout ce que j'y ai appris. Le sixième rappel est relatif à la simplicité opérationnelle et à la clarté de ce que vous mettez en place. Il faut maintenir des plans d'affaires qui sont simples, des structures organisationnelles qui sont simples et favoriser une exécution rapide et décisions éclairées. En bourse, plus un système est simple, plus il pourra être maintenu dans la durée. C'est pourquoi si vous n'en avez pas les compétences, ne vous adonnez pas dès le début au stock picking, optez plutôt pour une gestion indicielle. Et dès que vous êtes finalement habité d'une passion sur ce sujet, dès que vous souhaitez faire mieux, vous pouvez peu à peu finalement rajouter des lignes de qualité que vous dénichez à l'aide de Value Investing Screener pour augmenter la rentabilité de votre portefeuille. Et dans les affaires, cela se traduit du coup par la construction d'une entreprise simple, avec une offre simple, facile à maintenir, ou par, encore une fois, la création d'une entreprise qui va être décentralisée, où la gestion opérationnelle de cette dernière va être décentralisée, en ayant par exemple une société qui a des parts dans d'autres sociétés grâce à des partenariats, stratégiques. Les 2 exemples que je peux vous donner pour expliciter finalement cette notion de simplicité opérationnelle et de clarté, appliquée à l'entrepreneuriat, c'est tout d'abord Value Investing Screener. Le produit, est simple, c'est un logiciel qui vous permet de trier en un claquement de doigts toutes les actions du monde sur la base de critères value. L'offre actuelle est simple, unique, une lifetime offer et il y a un seul modèle d'allocation de capital qui est globalement, enfin barre verticale, qui est la bourse pour l'allocation de capital passif et de la croissance externe sur une thématique spécifique dont je ne peux pas vous parler sur cette chaîne pour, eh bien, la partie allocation de capital actif. Le modèle décentralisé que je vous ai suggéré précédemment est la nouvelle entreprise que j'ai créée en Lettonie qui s'appelle Coding Capital, qui est une holding de logiciels dans laquelle on va se développer par le biais de joint venture. Donc globalement, on va s'associer avec des entreprises leaders de leur marché en apportant et en développant une solution logicielle donnée dans une société qui va être créée spécifiquement pour ça et que l'on va détenir partiellement. Nous ne sommes pas dans une situation aujourd'hui où nous avons besoin de flux de trésorerie. C'est pourquoi on préfère se faire payer en part d'entreprise plutôt qu'en flux de trésorerie tout simplement. Ce modèle va nous amener à détenir un portefeuille de logiciels qui vont se développer de manière décentralisée, indépendamment de nos actions, sachant que ce que nous apporterons, c'est uniquement nos stratégies commerciales et financières, mais d'une manière externe, et la technologie qui va ensuite se développer et suivre son cours en interne dans cette société que nous avons développée avec ce partenaire qui saura bien mieux que nous, finalement, la faire croître. La septième leçon est le fait d'investir dans les talents et savoir maintenir une structure organisationnelle la plus plate possible pour qu'elle soit efficace. En bourse, cela se traduit par le fait de valoriser et d'investir dans des équipes de qualité tout en gardant une structure qui permet de la flexibilité et de la réactivité. C'est pourquoi j'aime bien les modèles décentralisés qui possèdent plein de petites structures extrêmement performantes ou les entreprises qui mettent ça en place au sein de leur propre structure, ce qui est le cas d'Amazon, du groupe Virgin par exemple. Et dans le monde des affaires, cela se traduit, de mon côté en tout cas, dans le fait de diviser finalement les différentes verticales de ces activités en différentes entreprises et quand le moment est venu, de donner des parts de ces différentes filiales aux talents
qui, eh bien, travaillent dedans et qui deviennent donc associés. Sachez donc au passage qu'en travaillant pour une de nos entreprises et en y apportant beaucoup de valeur, vous pouvez tôt ou tard devenir, eh bien, associé sur une de nos filiales. Le rappel numéro 8, et il est rare que je prononce ce mot, est relatif à l'éthique, à la réputation et aux pratiques d'affaires durables. En réalité, pour durer, et cette chaîne s'appelle Parlons long terme, préserver une réputation solide et des pratiques d'affaires éthiques et durables est essentiel pour le succès à long terme. Si la marque Parlons long terme aujourd'hui est quelque chose de très important pour moi, la seule marque que je conserverai jusqu'à la fin de ma vie, c'est mon nom, Rémi de Truchy de Varenne. Et si ce nom se retrouve à être entaché, eh bien, cela me portera préjudice tout au long de ma vie. C'est pourquoi je dois y faire très attention. De la même manière, le plus bel exemple de marque durable et de réputation exemplaire, c'est Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway, donc, qui est le conglomérat de Warren Buffett, a une réputation exceptionnelle et a notamment cette vision très décentralisée qui les amène à prendre part au capital de sociétés sans pour autant créer de la zizanie lors des acquisitions, les amène finalement dans une situation où énormément de sociétés familiales toquent à leur porte pour, eh bien, céder une partie du capital et assurer la durabilité, de ces sociétés lorsque le gérant, par exemple, part à la retraite, sachant que ce n'est pas toujours le cas vu qu'il préfère les sociétés où le gérant reste d'ailleurs en place, mais où il souhaite, par exemple, si vous me permettez l'anglicisme, cash out une partie de ses participations. Le neuvième rappel est relatif au fait de s'adapter, d'apprendre en continu avec un focus particulier qui doit être donné sur l'efficacité, des coûts et sur, le fait, bien de savoir tirer parti des stratégies, donc des «coups» entre guillemets dans les 2 sens du terme. Le fait d'adapter ses stratégies aux réalités du marché tout en optimisant ses coûts pour maximiser ses marges et le cash flow sur une perspective long terme peut se traduire sur le fait de favoriser par exemple les partenariats à la publicité, ce que je vous détaillerai me semble-t-il lors du rappel 11. Cette notion d'adaptabilité peut également se traduire dans le fait de revoir sa stratégie globale lorsqu'on fait face à un signe noir, à un risque majeur que l'on n'avait pas anticipé, et ce fut mon cas l'année dernière lorsque j'ai fait face à un risque juridique majeur qui m'a fait prendre conscience de l'hyperconcentration de mon patrimoine dans un domaine d'activité donné, ce qui m'a poussé du coup à me diversifier en créant une entreprise qui ne risque pas de contagion sur un risque juridique sur une des sociétés qui touche au domaine financier. Et ce risque majeur m'a également poussé à réagir pour me conformer parfaitement aux risques juridiques auxquels je faisais face en initiant la création d'un family office en France avec un gestionnaire de fortune de génie, ce dont je vous reparlerai, je pense, d'ici la fin de l'année. Et cette notion de tirer parti des opportunités, Philippe Zilberzan en parle très très bien dans son ouvrage que je recommande à tout entrepreneur qui se nomme Effectuation. Il distingue dans cette notion d'effectuation 4 principes que j'ai notés sur une feuille. Le fait de démarrer avec ce qu'on a, c'est-à-dire les ressources qu'on a à notre disposition, et ce qui fonde la valeur d'une ressource, c'est l'usage qu'on en fait et non, eh bien, la ressource en soi. Le fait d'agir en perte acceptable, il faut bien évidemment, voilà, faire attention et ne pas se lancer dans un projet démesuré par rapport à nos capacités financières, par exemple. Le fait d'obtenir un engagement des parties prenantes. Je n'ai jamais créé une entreprise sans avoir l'assurance d'avoir mon 1er client. La première entreprise que je crée par long terme, je l'ai créée grâce à Jean-Louis, que je salue et que je remercie s'il voit cette vidéo. C'est lui qui m'a poussé à créer cette première entreprise et c'est finalement une dynamique que j'ai toujours, maintenue. Lorsque l'on crée une entreprise, selon moi, la première des choses que l'on doit aller chercher, ce n'est pas un investisseur, mais ce sont des parties prenantes. Et des parties prenantes, ce sont des personnes qui vont pouvoir nous aider dans le processus et également des clients que l'on va pouvoir servir. Et en ce sens, la notion de prévente peut être un axe à développer. Le principe numéro 4 est le fait de tirer parti des surprises et on retrouve donc cette notion d'adaptabilité qui est absolument essentielle. Et le principe numéro 5 de cette notion qui est l'évacuation donc du coup de cet ouvrage, c'est le fait de créer du contexte, une méthode, une approche qui nous est propre parce que cela nous permet finalement de créer de l'avantage concurrentiel et de créer de la valeur finalement dans son environnement que l'on souhaite impacter sur du long terme si on y exerce son activité. Et donc, selon Philippe Zilberzan, pour créer votre activité entrepreneuriale, si ce n'est pas déjà fait, selon lui, l'origine du projet entrepreneurial nécessite tout d'abord vous et un déclencheur. Deuxièmement, des idées et de l'action. Et l'action doit être massive. Les idées ne servent à rien s'il n'y a pas de l'implémentation. Troisièmement,
des opportunités et des parties prenantes. Il faut tirer profit des opportunités et voilà, des potentiels parties prenantes. Et c'est vraiment parce qu'il y aura eu ces 3 étapes que le projet viable naîtra. Le rappel numéro 10 est relatif à cette fameuse notion de diversification qui doit être prudente et également des décisions d'investissement basées sur la performance des flux de trésorerie, de la performance du cash flow. En bourse, une diversification prudente est avant tout une diversification existante, mais non surdimensionnée. Cela implique par exemple de choisir une quinzaine de titres dans des secteurs géographiques différents et dans des secteurs économiques différents. Ne faites pas l'erreur de vous surconcentrer sur un secteur parce qu'il est historiquement performant. De base, c'est une très mauvaise pratique. Et deuxièmement, comme le dit le dicton, aucun arbre ne monte jusqu'au ciel. Dans le monde des affaires, si vous n'êtes pas encore dans une situation où vous détenez plusieurs filiales, il y a, propre à une entreprise, deux axes de diversification auxquels il faut prêter une attention toute particulière. Il y a la diversification en matière de produits et il y a la diversification en matière de sources d'acquisition. Et dans la même lignée que Charlie Munger qui favorise les entreprises remarquables à un prix moyen plutôt que les entreprises moyennes à un prix remarquable, je privilégie la diversification en matière d'acquisition dans un premier temps, car il est préférable d'avoir de multiples sources d'acquisition moyennes et un très bon produit, plutôt qu'une seule source d'acquisition accompagnée de multiples produits moyens. Et dans le cadre du coup de notre logiciel valueinvestingscreener.com, nous avons de multiples sources d'acquisition, ce qui se traduisent par une trentaine en fait d'ambassadeurs actifs aujourd'hui, payés à la commission pour promouvoir notre logiciel. Le rappel numéro 11 est bien évidemment relatif à la vision long terme et à la notion de patience stratégique, soit le fait de planifier bien évidemment sa stratégie sur le long terme en investissant dans des stratégies qui peuvent prendre du temps à maturer, mais qui sont conçues pour assurer la durabilité et la croissance de votre entreprise. C'est cette notion qui m'a poussé à me focaliser pour notre logiciel sur l'acquisition en organique plutôt que sur l'acquisition payante. L'idée est simple, si vous dépendez intégralement d'acquisition payante comme de la publicité Facebook par exemple, les coûts de la publicité Facebook, dans le fait de, entre guillemets, d'acheter un email sur Facebook, n'ont fait qu'augmenter sur les 5 dernières années. On se retrouve donc avec un coût qui sera de toute façon exponentiel, sachant que de mon côté, la LTV, la Lifetime Value par Customer, les flux de trésorerie moyens que nous rapporte un client sur Value Investing Screener, lui, est fixe. Donc de ce point de vue-là, si les coûts ne font que progresser, je me retrouverai tôt ou tard à ne plus avoir de marge, ce qui n'est pas une bonne stratégie. D'un autre côté, l'acquisition en organique, sur le fait de développer ou de racheter des blogs ou sur le fait d'avoir des partenariats en affiliation avec des partenaires stratégiques, soit l'affiliation nous permet d'avoir des marges qui restent constantes, soit pour ce qui est du SEO, il y a un coût important lors de la mise en place, le SEO, Search Engine Optimization, dans le fait de se ranker sur Google. La mise en place peut avoir un coût important, mais ensuite, les tarifs vont être digressifs dans le temps, parce qu'il y aura une acquisition en organique qui nous amènera à avoir toujours plus de gens à un coût toujours plus faible. Donc le coût va être digressif, et nos marges ne vont faire qu'augmenter. Et ces marges augmentant, on va pouvoir acheter d'autres actifs dans le même style. C'est pourquoi je vais vraiment favoriser cette notion organique plutôt que l'acquisition payante. L'acquisition payante, ça donne bien évidemment très envie parce que c'est extrêmement lucratif sur du court terme. Mais si on a la perspective long terme qui m'habite, eh bien, il coule de source finalement d'aller vers des situations dans lesquelles nos coûts d'acquisition tendront vers zéro plutôt que dans une situation dans laquelle nos coûts d'acquisition vont tendre vers plus l'infini. Enfin, le 12e rappel est relatif à la notion d'éducation et de transmission des connaissances financières. Il faut encourager l'enseignement et la compréhension des finances au sein de l'entreprise, ce qui permet à tous les membres de l'entreprise de contribuer efficacement à la croissance financière de l'entreprise. On se fiche, entre guillemets, du chiffre d'affaires. Ce qui est important, c'est la croissance des flux de trésorerie et du capital de la société. Et si vous sensibilisez bien vos équipes à ça, vos équipes font plus attention à vos marges et font plus attention à votre enrichissement en tant qu'actionnaire. À l'échelle de notre équipe, cette approche nous a poussé à unanimement faire le choix en tant qu'actionnaire, parce que je ne suis pas le seul actionnaire de Value Investing Screener, à réinvestir du coup les flux de trésorerie de VIS et à nous rémunérer qu'avec les dividendes des actions à dividendes détenues par notre logiciel, qui nous amène finalement à avoir une situation où le capital ne fera que croître et où ce capital nous rémunérera de plus en plus jusqu'à la fin de notre vie. Cette notion d'éducation et de transmission des connaissances financières m'a également incité en tant qu'investisseur à aller à la rencontre des meilleurs gestionnaires du monde, tels que Passiavia, William Higgins, Louis-Vincent Gave.
Et en tant qu'entrepreneur, à côtoyer également des mentors qui m'ont aidé à progresser, qui m'ont aidé à mettre en place ces structures complexes et performantes que je suis en train de déployer. Et pour ceux qui souhaitent intégrer ce genre d'éléments stratégiques à leur entreprise ou à leur projet entrepreneurial, vous pouvez tout à fait réserver un appel payant d'1 heure avec moi. Je tiens à préciser tout de même que mon taux horaire est bien plus élevé lorsque je travaille pour mon propre compte, pour mes propres entreprises. Mais vous connaissez le dicton Your network is your net worth, et mon objectif concret via ces appels est de me connecter avec les investisseurs entrepreneurs qui visionnent mes vidéos, en commençant par leur apporter un maximum de valeur de vive voix lors d'un premier appel, 100% garantie satisfait remboursé, comme toutes mes offres. C'était Rémi sur Parlons Long Terme, merci beaucoup de m'avoir écouté, voici mon email et mon site web, et je te dis à très vite mon ami.